Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette e-Saphir. Je vais tout de suite passer la parole à Minea Moldovan qui va nous parler des antimitotiques et de la PKR et nous faire la bibliographie à ce sujet. Bonjour, merci beaucoup à la Saphir de m'avoir accordé le privilège d'une keynote de 15 minutes. Antimitotique de EPKR, donc je vais... Alors, est-ce que je peux faire défiler? Voilà. En fait, il y a trois préoccupations dans ce sujet, le AIDS, l'endothélium et les kératocytes. Ce sont les trois priorités autour desquelles le sujet s'articule. Premièrement, le AIDS, l'étiologie est toujours inconnue. Elle est reliée à la présence de plusieurs facteurs. L'augmentation de la réflectivité des kératocytes activés, une présence de myofibroblastes, une synthèse de collagène de type 4 qui n'a pas sa place dans la cornée et des dépôts irréguliers dans la matrice extracellulaire. Enfin, il y a une fibrose sous-épithéliale qui est créée par tout ça. La fréquence est estimée à 2 à 5% de PKR à 1 an. Les facteurs de risque sont la myopie supérieure à 4 dioptries, 6 dioptries pour certains auteurs, mais le risque existe quand même pour les faibles ablations. Moi, j'ai eu un cas pour une myopie de 2 dioptries qui a fait un ACE terrible qui a duré plusieurs mois, avec une acuité visuelle de 2/10 non améliorable. Ça a été très difficile à traiter. Le diamètre de la zone optique, plus la zone optique est petite, plus le risque de ACE augmente. Ablation supérieure à 75 microns. Et enfin, une surface d'ablation irrégulière. Il paraît, d'après les études les plus actuelles, que la trans-PKR assure la surface la plus régulière et donc la moins apte à créer du ACE. En fait, le délai de réépithélialisation est très important. Plus la surface cornéenne va être cicatrisée vite, mieux ça sera. Et en fait, l'absence de traitement topique par corticoïdes, c'est quelque chose de péjoratif en post-opératoire, une fois bien sûr que les défauts épithéliaux sont refermés. La durée du ACE, 1 à 6 mois. La physiopathologie, il y a une destruction de la membrane basale avec un flux de croissance des facteurs de croissance et des cytokines contenus dans les larmes et sécrétés par les cellules épithéliales adjacentes. Par exemple, le TGF-bêta 1 qui active la transformation des kératocytes en myofibroblastes. Il augmente la sécrétion du collagène de type 4 qui, encore une fois, est inapproprié et donc crée du ACE et de la fibrose. Il y a aussi des dépôts dans la matrice extracellulaire qui provoquent des opacités et des vacuoles sous-épithéliales qui donnent le même effet. Enfin, les dépôts des protéoglycans et d'acides hyaluroniques qui n'ont pas leur place non plus de la façon dont ils sont fabriqués dans la matrice extracellulaire. La dégradation de la matrice extracellulaire résulte de tous ces facteurs ensemble et ça aboutit ensemble au ACE. La prévention, il y a plusieurs moyens non pharmaceutiques. Une ablation modérée, une surface de traitement régulière, une réépithélialisation rapide, une membrane amniotique, mais uniquement dans les dystrophies, donc c'est une indication très particulière. Éventuellement du plasma du patient, mais en pratique courante, on ne l'utilise pas. Et des lentilles de contact en silico-hydrogel qui ont été prouvées en bibliographie à accélérer la réépithélialisation, donc à diminuer le ACE. Parmi les moyens pharmaceutiques, on a les corticoïdes topiques après la réépithélialisation, la vitamine E plus A péros, mais qu'on n'utilise jamais en pratique, mais pas de vitamine A, elle est inutile en topique. Diminution de la synthèse du collagène 4, il y a plusieurs produits qui ont été essayés, je ne vous détaille pas les références bibliographiques parce qu'ils ont été abandonnés, ils n'ont pas été approuvés. Et enfin, il y a bien sûr les antimitotiques. Dans les antimitotiques, la mitomycine fait bien sûr figure à part, et je vais vous détailler quelques produits qui ont été essayés de 2004 à nos jours, mais qui, tout en étant très intéressants, malheureusement, n'ont pas trouvé preneur et ne sont pas utilisés en pratique. Le vorinostat, en fait, c'est un inhibiteur d'histone désacétylase. Tout simplement, il empêche les deux brins d'ADN de se séparer, donc il empêche la mitose, il empêche la prolifération des kératocytes et la différenciation en myofibroblastes.
L'indication clinique classique est le lymphome cutané à cellules T. Il y a une étude in vitro qui a été réalisée, humaine et animale, avec des résultats qui sont intéressants. Une diminution de la fibrose cornéenne qui est dose dépendante, sans altération de la viabilité cellulaire, du phénotype et de la prolifération cellulaire. Toujours le vorinostat. Étude animale suivie de 4 mois. Donc c'est une étude comparative, vorinostat versus mitomycine, avec des résultats favorables au vorinostat. Dans les 2 cas, le ACE diminue, ça on sait très bien. Les myofibroblastes diminuent aussi, mais dans le cadre du vorinostat, il n'y a pas d'apoptose des kératocites, ce qui arrive de façon très importante dans la mitomycine. Il n'y a pas d'infiltration par des cellules immunocompétentes. Et surtout, il n'y a aucune altération de l'endothélium, ni la densité, ni la taille des cellules, ni le phénotype. Ça serait donc un produit intéressant, mais il y a à peine 3 articles. Celui-ci, c'est le 3e, donc de 2014, pas si éloigné que ça, donc qui associe vorinostat et une dose minimale de mitomycine C. Des résultats efficaces pour supprimer la prolifération de myofibroblastes, pour diminuer la fibrose cornéenne, pour diminuer le ACE, avec une toxicité qui est minimale. Le PRM 151 en injection sous-conjonctivale est aussi un produit intéressant. Il module la transformation des kératocytes en myofibroblastes. Ça, c'est un mécanisme essentiel dans la création de ACE, en fait, l'apparition de myofibroblastes, qui est un kératocite activé et qui n'a pas sa place dans la cornée, qui est hyper réfractif, qui déstructure en fait la transparence de la cornée. Il y a eu 6 groupes et en fait une histologie faite à J30. Il a été efficace, surtout en injection sous-conjonctivale. Trichostatina, un produit inconnu par nous. Mécanisme d'action toujours inhibiteur de la désacétyldésistone, donc ça empêche les 2 brins d'ADN de se séparer, ça empêche donc la mitose. Ça supprime la fibrogénèse du TGF-bêta 1. Et l'étude est humaine en vitro, animale en vivo. Et en fait, il y a une inhibition de l'accumulation de la matrice extracellulaire qui participe donc à la création de ACE. Il y a une inhibition de la formation de myofibroblastes, une diminution importante du ACE, in vivo chez le lapin. Cette fois-ci, une autre étude plus récente de 2012, l'Avastin, qu'on connaît bien, associé à la rapamycine. La rapamycine est un immunosuppresseur. Étude animale. Donc il y a eu 4 groupes, rapamycine, Avastin, mitomycine et contrôle. Et une exposition aux UV. On sait très bien que les UV augmentent le ACE en post-PKR. Et les résultats, en fait, le ACE a été diminué dans les 3 premiers groupes. Et la diminution de la densité des kératocytes a été la plus marquée dans le groupe de la mitomycine. Donc l'Avastin et la rapamycine seraient des alternatives possiblement plus sûres que la métamycine dans le cadre de la prévention du ACE. Enfin, 2 produits qui ne sont pas vraiment des antimitotiques, mais qui favorisent la cicatrisation cornéenne. Je passe rapidement là-dessus. On sait bien que plus l'épithélium recouvre la cornée rapidement, moins il y aura de ACE. Et en fait, avec les marqueurs vitaux, on constate que cette association défavorise la création de ACE. C'est en complément des antimitotiques. Donc ça augmente la surface des nerfs cornéens, ça augmente la prolifération de cellules épithéliales, ça diminue le marquage au rose bengale. Je vais passer rapidement sur le plasma enrichi en facteurs de croissance. On ne l'utilise jamais en pratique. Malheureusement, c'est une étude animale, suivi rapide et résultat, surtout une réépithélialisation rapide avec diminution du nombre de myofibroblastes et diminution du ACE. Voilà donc quelques produits qui ont été essayés au fur et à mesure, mais qui n'ont pas trouvé succès malgré leurs promesses expérimentales.
Quelques mots sur la mitomycine, qui est le produit phare. Alors, vous voyez ici le nombre de publications. Ça augmente de 1997 à peu près 2000, après quoi ça diminue. Il reste encore des publications en 2020. Alors, je n'ai pas chargé la présentation en référence bibliographique à souhait parce que ça aurait été très lourd. Il y a plus de 180 articles. Je vous propose juste quelques articles de revues de littérature que vous voyez ici en face, que vous pouvez chercher sur PubMed. Elles sont en plus accès libre, il n'y a pas à payer pour les avoir. Et 3 articles récents. Un article qui est de 2020, qui montre une absence d'altération endothéliale à 1 an. Un article avec un suivi de 5 ans qui montre une densité endothéliale tout à fait rassurante. Et un article pour lequel j'ai oublié de mettre l'année, c'est 2013. Donc c'est Ophtalmologie, décembre 2013. C'est une étude sur le ptérygion et la mitomycine, mais la mitomycine a été appliquée aussi sur la cornée. Il y a 10 ans de suivi, il n'y a pas eu de diminution de la densité endothéliale. Donc c'est l'article finalement le plus important. Alors, c'est un antibiotique, la mitomycine, qui a un poids moléculaire très faible. Ça, c'est très important parce qu'il pénètre très rapidement dans la chambre antérieure. Elle est utilisée depuis 1963 en ophtalmologie pour le ptérygion, depuis 1990 pour la trabéculectomie, depuis 1991 pour la PKR. Nous avons donc quasiment 30 ans de recul sur la mitomycine et la PKR. Le mode d'action, toujours le même comme pour les autres antimitotiques, il empêche donc les 2 brins d'ADN de se lier entre eux et ça arrête la mitose. En fait, ça diminue la prolifération des kératocytes et surtout la transformation en myofibroblastes. Voilà. L'action dans la PKR est due à l'inhibition de l'activation des kératocytes, l'apoptose des kératocytes activés, donc moins de myofibroblastes. Il me reste très peu de temps, c'est ça? Oui. Un effet antiprolifératif. Alors, je vais passer rapidement, parce que de toute façon, l'article, vous l'aurez par Internet. Ce qui est important à savoir, qu'il pénètre dans l'humeur aqueuse très rapidement, même à faible concentration et même à faible temps d'application. 15 secondes suffisent. La concentration en chambre antérieure est maximale à H1 et diminue à partir de H3. Par contre, cette concentration très loin de la dose létale pour l'endothélium. Elle pénètre aussi dans le corps ciliaire et peut-être un peu en systémique. Je vais aller à la fin. Je reviens. Alors, ça diminue la prolifération des kératocytes. C'est dose dépendant, mais ça ne dépend pas de la durée d'application, cette diminution de prolifération. Elle induit une apoptose des kératocytes, surtout dans la couche antérieure du stroma, qui en est la plus riche et la plus résistante, et moins ou pas dans la couche postérieure. Elle diminue aussi le remaniement de la matrice extracellulaire, qui est donc impliquée dans le ACE. L'efficacité clinique a été constatée maintes et maintes fois, on n'a aucun doute là-dessus. Elle a été prouvée aussi bien en clinique par la lampe à fonte et aussi bien par la microscopie confocale. Il n'y a pas le moindre doute et discussion là-dessus dans la littérature. Les indications, la myopie au-delà de 4 ou 6 dioptries en fonction des auteurs, encore que, comme je vous ai dit, il peut y avoir du haze à partir de toute petite myopie. Ablation supérieure à 50 ou 75 microns pour certains auteurs. Pour l'hypermétropie, il n'y a pas d'indication, mais on sait que le haze est plus fréquent en périphérie de la cornée, donc il y a une indication systématique dans la PKR hypermétropique. Le protocole, la concentration actuellement est fixée, elle est claire, tout le monde utilise la même, c'est 0,02%. Elle a varié énormément. Le temps d'application, il n'y a pas de nomogramme officiel. Actuellement, entre 12 secondes et 1 minute, mais la plupart des équipes dans les articles
ne vont pas au-delà de 30 secondes. Dans le passé, c'est allé de 5 secondes à 5 minutes, mais actuellement, c'est autour de 30 secondes maximum. Et après, il y a bien sûr le lavage. Enfin, la sécurité et la tolérance, de façon étonnante, ça n'interfère pas avec l'épithélium, alors que c'est un tissu à renouvellement rapide. Pour les kératocytes, il y a une apoptose certaine au niveau de la couche antérieure du stroma, mais avec une normalisation à partir de la première année. Alors, est-ce qu'il y a une instabilité biomécanique qui est induite par la mitomycine ? Il n'a jamais été constaté en pratique. Il n'y a jamais eu de cas publiés d'ectasie après PKR associé à la mitomycine. C'est un argument indirect, mais de poids. Les kératocytes qui sont bloqués par la mitomycine sans qu'ils soient tués, ils pourraient avoir une capacité d'auto-réparation et surtout pourraient participer de façon active à la cicatrisation, notamment à la migration vers la surface. L'endothélium, la concentration dans la chambre antérieure est très inférieure à la concentration létale. Et la plupart des études, quasiment toutes, montrent une conservation de l'endothélium. Il y a juste 2 articles qui montrent le contraire. Il y a une certaine pénétration dans l'ongle et le chlème. Il n'y a pas de toxicité sur l'animal, il n'y a pas d'études sur l'homme. Et en fait, le passage systémique est nul ou négligeable. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup. Guillaume, peut-être tu veux animer cette table ronde. Merci beaucoup, Minéa, pour cette très belle revue littérature. Et c'est vrai que la mitomycine est un produit qu'on utilise aujourd'hui beaucoup. Alors j'avais une question, peut-être chacun peut y répondre. En pratique, chacun de vous, comment vous l'utilisez ? Est-ce que vous diluez la mitomycine qu'on vous fournit ? Et combien de temps vous l'appliquez chacun ? Parce qu'on a vu que les recommandations sont assez variées. Et je voulais savoir, en faisant un sondage, qui dilue ou pas et combien de temps on applique. C'est souvent une question qui revient souvent. Alors moi, je reste sur la concentration semble définitivement établie, c'est 0,02%. Donc je m'en tiens là. Et je fais très peu de PKR. Et quand j'en fais, je fais des petites myopies. Sinon, je bascule éventuellement sur un plan FAC. Et donc je dépasse rarement 15 à 20 secondes. Alors, je trouve qu'on fait de plus en plus de PKR et de trans-PKR en particulier. D'abord parce qu'on a des patients qu'on éliminait un petit peu, qu'on éliminait en LASIK, qu'on laissait de côté et qu'on s'autorise un petit peu à faire aujourd'hui en PKR. Je ne modifie pas la concentration et je laisse 20 secondes et je lave avec un flacon de BSS après. Alexandre. Donc en fait, il y a autant de pratiques que d'opérateurs a priori. C'est vrai, pour moi, les 2 questions, c'est à qui et combien de temps. Alors combien ? Donc je l'utilise à la même dilution, hein, donc à 0,02%, et moi je l'applique 5 secondes. Ah oui. Donc puisque voilà. il y a, comme le disait tout à l'heure, il y a des études où on a une efficacité prouvée à partir de 5 secondes à des concentrations de 0,02%. Et surtout, et c'était bien marqué aussi dans ton exposé, eh bien l'inactivation kératocytaire ne dépend pas de la durée d'exposition. Voilà. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport pour rebondir sur la suite, pour faire la transition, à ce que tu as dit tout à l'heure sur les petites myopies, puisque donc, moi j'ai tendance à utiliser, donc, comme tout le monde, je pense, la mitomycine pour les myopies à partir de -4, globalement. Mais aussi, j'ai tendance à l'utiliser pour les toutes petites myopies. Alors, j'ai tendance à l'utiliser pour les toutes petites myopies parce que on sait que le haze est un facteur de régression majeure. Et il arrive d'avoir des haze sur des profondeurs d'ablation de 15 microns. Ce que j'ai dit, oui. Oui, pardon. Et voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, généralement, sur une myopie de -1,50, eh bien, je vais avoir tendance aussi à mettre de la mitomycine pour éviter la petite régression qui ferait qu'on est dans le domaine de la précision. Donc tu fais des trans-PKR mytho systématiques, globalement. Et donc en fait, finalement, la zone de non-mitomycine se réduit énormément. D'ailleurs, en Angleterre, beaucoup de chirurgiens l'utilisent systématiquement. Et j'aurais tendance assez facilement à dire que aujourd'hui, une trans-PKR mitomycine pourrait être la norme, systématique, la règle. Avec 5 secondes. Mais on va peut-être modifier le protocole alors.
On voit d'ailleurs en post-opératoire, après PKR, les coronets sont très très clairs. Donc c'est vrai que ça donne envie d'en proposer à tous. Et on a de plus en plus autour de nous des gens qui font de la mitomycine c'était pour, très juste, pour tout le monde. ce qui était dit tout à l'heure aussi sur la durée, on le voit en pratique clinique, la durée de réépithélialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a des coronets très vite réépithélialisés parce que ça n'affecte pas l'épithélium et donc qui ne font pas de haze ensuite, très rapidement, très clair et qui ne font pas de haze. Ce que je voulais dire, je vais dans ton sens. L'exemple que j'ai donné m'a servi de leçon, en fait, parce que j'ai eu cette haze terrible pour justement une petite myopie de 2 dioptries. Et je pense que de nos jours, vu l'état d'esprit des patients, que je ne détaillerai pas, mais qu'on connaît tous, il est inconcevable d'avoir un ACE handicapant qui désocialise le patient pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, je pense qu'on ne peut pas, mais chacun fera comme il voudra. De mon point de vue, on ne peut pas faire une PKR sans mitomycine. Et il y a une étude effectivement saoudienne qui a montré qu'à 5 secondes d'application, la mitomycine était efficace. Très bien. Super. Nous ne sommes pas fermés d'accord. Donc on Moi, va changer nos je suis à 12. protocoles. Moi, je mettais 12 secondes, mais Et effectivement. on va passer à 5. Après, ça dépend des secondes, de la durée Ouais, d'une seconde. c'est ça, de la seconde en elle-même. Oui, c'est ça, ouais, Reste... Après, pour le lavage. Alors c'est vrai que la Saphir t'avait demandé de faire cette belle revue de littérature sur la mitomycine parce que jusqu'à très récemment, on était en rupture de stock à l'échelle européenne de mitomycine. Et la question que beaucoup de gens nous posaient, c'est est-ce qu'il y a une alternative en cas de rupture de stock de mitomycine? Par exemple, les gens me demandaient est-ce que la 5FU, comme on fait pour le glaucome, là j'ai vu que tu parlais de l'Avastin, parce que c'est un produit qu'on a quand même facilement en ophtalmologie. Donc, la question c'est en cas de nouvelle rupture de stock de mitomycine, que proposer, soit attendre que la mitomycine revienne ou autre chose? À ma connaissance, malheureusement, nous n'avons rien. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré, pourquoi pas, vous pouvez les utiliser, mais ça concerne, pour le Vorinostat par exemple, il y a 3 articles, pour l'Avastin, il y a un seul article. Voilà, on n'a pas de données de littérature, on n'a pas de recul. Le 5FU, à mon avis, certainement pas, parce que ça provoque des kératites, des KPS et des délais de réépithélisation qui sont importants, donc ça va à l'encontre de ce qu'on leur recherche. Et j'ai oublié le mécanisme précis, mais ça n'agira pas bien sur les kératocytes. Donc nous sommes démunis pour l'instant. Je n'ai pas d'alternative à proposer. Donc tout le monde, on est bien d'accord que pendant ce temps de rupture de stock, on a tous fait attendre les patients. On a tous attendu. Voilà. Ouais. Et on les a tous patienter. opérés dès qu'on a récupéré la mitomycine après le confinement. Très bien. Désolé. On Ah oui, espérait, on Si, espérait. j'ai cherché. Je suis allé dans des produits très exotiques pour nous, mais... Et une question qui revient aussi souvent, c'est jusqu'où vous pouvez aller en PKR avec la mitomycine en termes de dioptrie, parce qu'on a dit dès les petites myopies on met, mais en termes de myopie forte, jusqu'où chacun vous êtes déjà allé Alors, ça va dépendre bien évidemment de l'épaisseur de la cornée, donc ça c'est une palissade. Mais je pense ne pas avoir dépassé 8 dioptries en sachant que comme j'ai commencé quand même, je suis la plus âgée de vous tous, et que j'ai commencé la PKR en 90 au 15-20 avec le premier laser implanté, et qu'au départ on allait jusqu'à moins 15. Mais actuellement, raisonnablement, je ne pense pas aller au-delà de 8 dioptries. Parce que, comme tu le disais très bien, les implants FAC prennent le relais avantageusement. Je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis de la même opinion. Oui. Oui. On n'a pas d'autres questions? Alors, on va peut-être passer à la suite, si tu es d'accord, Liam. Très bien. Alors, je vais vous présenter un cas clinique interactif, toujours dans la session réfractive laser, cette fois-ci sur le SMILE. Et je vais vous présenter un cas de myopisation immédiate, même 2 cas de myopisation immédiate après SMILE. 2 cas similaires, 2 patients différents, tous les 2 opérés de SMILE, qui tous les 2 sont revenus me voir à 3 semaines de leur chirurgie en me disant qu'ils ne voyaient plus rien. Donc c'est un petit peu angoissant, après une chirurgie qui s'est bien passée. Le premier cas, c'était un homme de 50 ans, chez qui j'avais prévu de lui faire une bascule. À J1, c'était parfait, hein. On avait moins 1,25 sur l'œil droit et à l'œil gauche, une hémétropie. Donc il était en bascule, très bien. Et puis 3 semaines après, il me dit « je ne vois plus rien, ni de loin, ni de près ».
c'est quand même curieux. Je le viens, il vient me voir. Et là, sur l'œil qui était à moins 1,25, on trouve moins 3,75. Et sur l'œil qui était métrope, moins 1,25. Donc là, le patient s'est myopisé de moins 1,50, moins 1,25 aux deux yeux. Et le même cas, 2 mois après, une jeune femme de 24 ans. Alors, il lui restait un petit peu de myopie résiduelle parce qu'il y avait une pâquille limite. Je l'avais prévenu qu'elle resterait un petit peu myope. Elle était à moins 0,5 à l'œil droit et moins 0,25 à J1. Et 3 semaines après, pareil, elle me dit « je ne vois plus rien ». Et elle avait moins 1,75 sur l'œil droit et moins 0,75 sur l'œil gauche. Donc, on a chez ces 2 patients, 3 semaines après leur chirurgie SMILE qui s'est très bien passée, une baisse de vision avec une myopisation. Et puis j'ai oublié de vous dire que la meilleure acuité visuelle corrigée était diminuée à 1 dixième et 2 dixièmes pour le premier patient et 7 et 8 dixièmes pour la deuxième patiente. À la lampe à fente, en les examinant, on trouve un haze, très curieusement, au niveau des 2 patients. Un haze, comme on en parlait, sauf que ce n'était pas une PKR, donc c'est quand même assez curieux. Donc la question que je vous pose, c'est à quelles complications vous redoutez, c'est un QCM HOA simple. Est-ce que vous pensez à une ectasie précoce après SMILE pour expliquer cette baisse de vision et cette myopisation? Est-ce que vous pensez à un SOS syndrome, qui s'appelle le DLK, diffuse lamellar keratitis en anglais? Est-ce que vous pensez à un syndrome de fluide dans l'interface? Ou est-ce que vous pensez à une kératopathie centrale toxique? Eh bien, la bonne réponse était le syndrome de fluide dans l'interface. En effet, l'ectasie précoce, il ne faut pas exagérer quand même 3 semaines après une intervention. C'est quand même pas le délai habituel. Ensuite, un SOS syndrome. C'est l'ancienne présentation, c'est dommage. Ils ne m'ont pas mis la présentation que j'ai changée ce matin. C'est tant pis. Ça, c'est encore un bug, mais bon, on n'est pas un bug près. Donc, le SOS syndrome, ce n'est pas le cas. C'est dommage, j'avais une photo de SOS syndrome, où en fait, le SOS syndrome, c'est une réaction inflammatoire dans l'interface, qui peut être due à des débris, à du mébum, et qui se manifeste par une réaction granulaire blanche diffuse. Là, ce n'est pas le cas. Et puis, c'est surtout, ça survient, ça donne des douleurs, une photophobie, et ça se corrige le traitement par des corticoïdes. Et la kératopathie centrale toxique, ce n'est pas du tout le même aspect. On a plutôt des aspects de fissure. Ça paraît plus rapidement que ça à J7, et ça disparaît le plus souvent spontanément. Et ça hypermétropise exactement. Quels sont les 2 examens à faire devant une suspicion de syndrome de fluide dans l'interface? Prise de tension oculaire au doigt, topographie cornéenne, OCT cornéen ou microscopie spéculaire. Eh bien, les bonnes réponses sont une prise de tension oculaire, si possible au doigt, si jamais elle est normale à l'air ou à l'aplanation, et bien sûr l'OCT cornéen. Les résultats de ces 2 patients, eh bien, pour le premier patient, pour l'homme de 50 ans, on trouvait à une tension à l'air, donc pas à peine, je n'ai même pas essayé au doigt, on avait 37 et 35, donc une hypertonie oculaire très importante. Et chez la jeune femme de 24 ans, une tension oculaire à 29 et 26. Donc on est bien en présence d'une hypertonie oculaire. Et l'OCT cornéen venait confirmer le diagnostic de syndrome de fluide dans l'interface, avec une zone hyperréflective dans l'interface, que vous pouvez voir sur les 2 OCT, et qui correspond à une accumulation de liquide dans l'interface, dans la poche où se trouvait le lenticule. On le voit très très bien dans le premier cas clinique et aussi dans le deuxième. Et le diagnostic, il est posé vraiment de manière certaine grâce à l'OCT, qui est un examen précieux dans ce cas-là. Le traitement, c'est un arrêt immédiat des corticoïdes, parce que j'ai oublié de vous dire que bien sûr, ces 2 patients à 3 semaines étaient encore sous traitement post-opératoire antibiotiques et corticoïdes. Et il faut arrêter immédiatement, avec cette hypertonie oculaire, les corticoïdes. Et suite à l'arrêt immédiat des corticoïdes, vous pouvez voir qu'à J28, donc 1 semaine après les avoir vus, eh bien, ils ont retrouvé une acuité visuelle à 10 dixièmes, et ils ont retrouvé la réfraction qu'ils avaient à J1, c'est-à-dire moins 1,50 sur l'œil droit du premier patient avec une hémétropie à l'œil gauche. Et la patiente numéro 2 a retrouvé la toute petite myopie résiduelle qu'elle avait à J1 1 semaine après l'arrêt des corticoïdes. La tension s'est normalisée également en 1 semaine pour ces 2 patients. À la lampe à fente, après l'arrêt des corticoïdes, la cornée s'est complètement éclaircie. On n'a plus l'aspect de haze du tout.
aussi bien pour le premier patient que pour la deuxième patiente. C'est très très clair et c'est ce qui leur permet de retrouver d'ailleurs 10 dixièmes d'acuité visuelle corrigée. Et puis en OCT, c'est encore plus probant. Vous voyez la zone hyper-réflective, le liquide a complètement disparu et on ne voit plus qu'un trait blanc, très fin, qui correspond vraiment à la zone d'interface, mais il n'y a plus de liquide dans cette zone-là suite à l'arrêt des corticoïdes. Et le deuxième cas, c'est pareil, on retrouve une cornée qui a retrouvé un aspect normal. Qu'est-ce que le syndrome de fluide dans l'interface? Alors pour les plus jeunes, et même pas forcément pour les plus jeunes, parce que j'en ai parlé autour de moi, même des collègues plus âgés n'avaient jamais entendu parler de cette complication, et pourtant, elle est absolument essentielle à connaître. C'est une complication rare du LASIK qui est connue, à peu près 2,9% d'incidence dans les séries, mais on le voit aussi dans le SMILE. Il y a une publication qui est déjà sortie dans la littérature sur le SMILE. En fait, c'est une hypertonie oculaire très importante, cortico-induite par le traitement post-opératoire par corticoïdes. Et cette hypertonie oculaire va provoquer une transduction liquidienne à travers l'endothélium qui va amener du fluide dans l'interface, donc dans l'espace, dans la poche où se trouvait le lenticule qui a été retiré. Et c'est ce fluide dans l'interface qui va donner à la lampe à fente l'aspect de haze dans l'interface et qui va donner la baisse d'acuité visuelle. Cette accumulation de fluide dans l'interface va faire bomber la cornée en donnant une augmentation de la kératométrie. Et c'est ce bombement de cornée qui va induire également la myopisation en réfraction et qui explique la myopisation qu'on a trouvée chez ces patients. À la lampe à fente, on retrouve l'aspect de haze, comme je vous ai montré sur les photos, et avec une hypertonie oculaire très importante au doigt. Alors pourquoi je précise au doigt? Parce qu'en fait, la tension oculaire mesurée à l'air ou à l'aplanation peut être complètement faussée par l'accumulation de fluide dans l'interface qui peut faire faussement prendre une tension oculaire normale alors qu'elle est très élevée au doigt. C'est pour ça que même avec une tension oculaire à l'air, il faut vérifier au doigt qu'on n'ait pas un œil dur comme une bille de verre parce que ça peut être le cas. Il ne faut pas se laisser avoir par le fluide dans l'interface qui peut nous faire tromper sur la prise de tension. Je vous montre la topographie du patient. De la patiente, c'est la patiente de 24 ans. À J21, on a fait une topo. À J28, on en a fait une autre. Et on a fait le différentiel. Et on retrouve bien un aplatissement de sa topographie, de sa kératométrie de 1,4 et 1,1 dioptrie en une semaine suite à la disparition du fluide. Le diagnostic du syndrome de fluide dans l'interface se fait à l'OCT, comme je vous ai montré, avec l'image de la lame de fluide dans l'interface. Et en fait, le message à retenir, c'est qu'il ne faut pas le confondre avec un SOS syndrome. Le SOS syndrome donne aussi un aspect dans l'interface, cette fois-ci de sable et de réaction granulaire, qu'on peut confondre avec un syndrome de fluide dans l'interface quand on n'a pas l'habitude. Et l'erreur serait justement, en confondant avec un SOS syndrome, de renforcer le traitement par des corticoïdes, alors que c'est justement la cause de syndrome de fluide dans l'interface. Et récemment, j'ai des jeunes collègues qui ont eu ce cas, et malheureusement, leurs patients, ils lui ont rajouté les corticoïdes pendant plusieurs mois et ça a continué à s'aggraver. Ils pensaient que c'était un SOS syndrome pendant plusieurs mois. Et ce qui est arrivé, c'est que le patient a fini avec une trabéculectomie, alors qu'il suffisait tout simplement d'arrêter les corticoïdes. Et c'est pour ça que vraiment, c'est un message à bien absorber par tout le monde. On risque d'aggraver la tension oculaire en maintenant les corticoïdes, d'aggraver le nerf optique. Donc vraiment l'important c'est d'arrêter immédiatement les corticoïdes. On guérit ça en une semaine. Et moi pour prévenir ça, maintenant j'ai réduit le temps de corticothérapie post-opératoire. Je ne mets plus que 10 jours de corticoïdes après un SMILE. Et bien sûr surveiller la tension en post-opératoire. Pour finir, le take-home message, c'est devant toute baisse d'acuité visuelle brutale dans le premier mois après un LASIK ou un SMILE, pensez à ce syndrome de fluide dans l'interface qui, je pense, est pas si rare que ça. Pensez à prendre l'attention, faire un OCT, arrêter immédiatement les corticoïdes, limiter la durée des corticoïdes en systématique et surtout se méfier d'un SOS syndrome qui ne répond pas au traitement par corticoïdes. Je vous remercie pour votre attention. Merci Liam. Je rebondis justement sur la cortisone topique post-opératoire. Autant je mets 20 secondes de mitomycine après mes PKR, je ne mets jamais plus que 8 jours de corticoïdes, aussi bien en LASIK qu'en SMILE. Je ne sais pas
c'est un peu faible, Ouais, mais non, j'ai jamais c'est ça eu- qu'il faut ouais, faire. Hein. j'ai jamais eu Ouais. de soucis majeurs. Et effectivement, si j'ai un SOS, j'augmente un peu, mais j'ai jamais dépassé 8 jours. Oui, si je peux me permettre, c'est pareil. Ça fait plus de 20 ans qu'on laisse 6 jours uniquement de corticoïdes. On sait qu'il faut 7 à 8 jours au protéoglycans pour se coaguler en quelque sorte en trabéculum pour augmenter la tension oculaire. Donc si on est en dessous de 7 jours, on ne craint pas d'hypertension oculaire cortico-induite et sans conséquence sur l'apparition d'un SOS syndrome sur beaucoup de cas opérés. Je pense que ça n'a pas d'intérêt de laisser au-delà de 6-7 jours. Oui, à l'inverse de la PKR d'ailleurs, où on sait que la cinétique Oui. du ACE qui débute la 3e semaine fait que Il faut une corticothérapie d'un mois elle paraît logique, ou alors pas du tout, mais pas une semaine. On est d'accord. D'autant plus que dans la PKR, le but est de se situer en surface, donc des molécules comme le flucon de la bêta-méthasone qui n'ont pas de pénétration dans la chambre antérieure sont parfaitement efficaces et sans risque d'hypertonie oculaire. Parfait.